Imaginez un village, pas n'importe lequel. Un village français typique avec ses maisons en pierre, ses ruelles pavées, son église centenaire, ses jardins fleuris et ses habitants qui se saluent chaque matin devant la boulangerie. Un endroit paisible, presque hors du temps, niché à seulement quelques dizaines de kilomètres au nord de Paris. Maintenant, imaginez que ce même village soit soudainement frappé par le silence. Pas un silence apaisant, non. Un silence lourd, glacial, presque surnaturel. Les volets restent clos, les portes verrouillées depuis des décennies, les rues désertes. Et pourtant, tout est là, intact, comme si les habitants avaient disparu du jour au lendemain, laissant derrière eux leur vie, leurs souvenirs, leurs meubles, leurs photos de famille. Mais ce n'est pas une catastrophe naturelle qui a vidé ce village. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas non plus une épidémie. Non. Ce qui a tué Goussainville, c'est le bruit. Un bruit assourdissant, incessant, infernal. Le rugissement des réacteurs. Le fracas des avions géants qui déchirent le ciel, encore et encore, jour après jour, nuit après nuit. Ce village n'a pas été abandonné, il a été assassiné. Assassiné par le progrès. Assassiné par l'ambition d'un aéroport. Assassiné par le ciel lui-même. Bienvenue à Goussainville, ou plutôt à ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de Elle, un des drames urbains les plus tragiques et les plus méconnus de Elle, histoire contemporaine de la France. Une histoire où l'État, au nom du développement économique, a sacrifié des centaines de vies ordinaires. Une histoire où le rêve d'un aéroport moderne est transformé en cauchemar pour des familles entières. Et surtout, une histoire marquée par un événement aussi spectaculaire que terrifiant. La chute d'un avion soviétique, le Tupolev Tu-144, lors du Salon du Bourget en 1973. Un accident qui, a pas seulement choqué le monde entier, mais qui a scellé le destin funeste de ce petit village. Mais attention, ce que vous allez découvrir n'est pas qu'une simple chronique historique. Est une plongée dans El Am-D, un lieu hanté, non pas par des fantômes au sens littéral, mais par les échos d'une vie qui n'existe plus, par les cris étouffés de ceux qui ont dû fuir, par les murs qui murmurent encore les rires des enfants qui ne reviendront jamais jouer dans ces rues. Ce village, aujourd'hui, est un musée à ciel ouvert, un monument au silence, un témoignage vivant, ou plutôt mort, de ce que l'homme est capable de faire lorsqu'il place la machine avant l'humain. Alors, si vous êtes prêt à arpenter ces ruelles fantômes avec moi, à écouter les murmures du passé et à comprendre comment un lieu aussi paisible a pu devenir une zone de non-vie, restez avec moi. Parce que ce que vous allez entendre va bien au-delà de l'histoire d'un simple village. C'est une leçon sur le prix du progrès, une mise en garde contre l'indifférence institutionnelle, et peut-être une invitation à repenser ce que nous sacrifions chaque jour au nom de la modernité. Mais avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà entendu parler de Goussainville ? Connaissez-vous d'autres lieux figés dans le temps comme celui-ci ? Vos témoignages, vos souvenirs ou même vos théories m'intéressent énormément. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, parce que ce que nous allons explorer ensemble ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant. Maintenant, remontons le temps. Retournons à une époque où Goussainville n'était pas un village fantôme, mais un cœur vibrant de la banlieue parisienne.
où les cloches de l'église sonnaient encore chaque dimanche, où les enfants couraient dans les rues sans craindre autre chose que d'arriver en retard à l'école. Tout a commencé bien avant le premier avion, bien avant le bruit, bien avant la faim. Dans les années 1950, Goussainville était ce que l'on pourrait appeler un village modèle. Situé à environ 25 km au nord de Paris, dans le Val d'Oise, il comptait à peine plus de 3000 habitants. Une communauté soudée, majoritairement composée d'ouvriers, d'artisans, de petits commerçants et de quelques agriculteurs. La vie y était simple, mais riche en humanité. Chacun connaissait son voisin. Les fêtes de quartier rassemblaient tout le monde. L'école communale formait les enfants du village. Et le dimanche, après la messe, on se retrouvait à la terrasse du café du centre pour discuter, rire, parfois se disputer, mais toujours dans une atmosphère de proximité et de respect. Ce n'était pas un lieu de grande richesse, certes, mais c'était un lieu de paix. Un refuge loin de l'agitation parisienne, tout en restant suffisamment proche pour que les travailleurs puissent s'y rendre facilement. La Seine coulait non loin, offrant un cadre bucolique. Les champs s'étendaient à perte de vue, et le ciel était vaste, silencieux, pur. Mais déjà, dans les coulisses de l'État français, des projets bien plus ambitieux se préparaient. La France, sortie de la guerre, aspirait à redevenir une grande puissance aéronautique. Paris, en particulier, manquait cruellement d'un aéroport moderne capable de rivaliser avec les hubs internationaux comme Londres ou Francfort. Orly, alors le principal aéroport de la capitale, atteignait ses limites. Il fallait construire quelque chose de plus grand, de plus moderne, de plus futuriste. C'est ainsi que naquit, dans les bureaux feutrés des ministères, l'idée d'un nouvel aéroport international. Un projet colossal baptisé Aéroport de Paris-Nord, qui deviendrait plus tard Roissy-Charles de Gaulle. Dès 1964, les premières études d'implantation furent lancées. Plusieurs sites furent envisagés, mais très vite, un emplacement s'imposa. Une vaste zone rurale située entre les communes de Roissy en France, Tremblay en France et Goussainville. À ce moment-là, personne à Goussainville ne se doutait que leur village serait au cœur de ce projet. Personne ne savait que leurs maisons, leurs écoles, leurs jardins allaient devenir des zones de nuisance aérienne. Personne ne pouvait imaginer que le ciel, autrefois si paisible, deviendrait leur pire ennemi. Pourtant, dès 1965, les premiers signes inquiétants apparurent. Des géomètres, des ingénieurs, des représentants de l'État commencèrent à arpenter les champs alentours. Des rumeurs circulèrent. On parlait d'expropriation, de démolition, de relogement. Mais les autorités rassuraient. Ce ne sera pas si grave. Vous serez indemnisés, vous aurez de nouveaux logements. Les habitants, confiants dans leur République, ne s'alarmaient pas outre mesure. Après tout, la France était un pays de droit. On ne pouvait pas simplement raser un village entier sans raison valable, n'est-ce pas? Pas. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur destin avait déjà été scellé. Dans les archives secrètes du ministère de l'Équipement, des cartes étaient déjà tracées. Des zones rouges entouraient Goussainville. Des calculs acoustiques prouvaient que le village se trouverait en plein dans la trajectoire des couloirs aériens. Et pire encore, que le bruit y serait intolérable à long terme. Pourtant, rien ne fut dit clairement. Aucune alerte officielle ne fut lancée. Les habitants continuèrent à vivre comme avant, comme pendant encore quelques années, jusqu'au jour où le ciel s'est mis à gronder.
Le 8 mars 1974, le premier avion atterrit officiellement à Roissy-Charles de Gaulle. Ce jour-là, à Goussainville, les vitres tremblèrent, les chiens hurlèrent, les enfants pleurèrent. Et les adultes comprirent, ce n'était que le début. Mais ce n'était pas encore la fin. Parce que ce qui allait vraiment briser le village, ce n'était pas seulement le bruit quotidien. C'était un événement unique, spectaculaire, terrifiant. Un accident qui allait marquer à jamais les esprits et transformer Goussainville en un lieu maudit. Et cet événement eut lieu le 3 juin 1973. Le 3 juin 1973, une date que les habitants de Goussainville n'oublieront jamais. Ce jour-là, le ciel était dégagé, le soleil brillait. C'était un dimanche ordinaire, comme tant d'autres. Les familles profitaient du week-end, les enfants jouaient dans les jardins. Personne ne se doutait que, dans quelques heures, leur village allait devenir le théâtre d'une tragédie mondiale. Ce jour-là se tenait le 29e Salon international de l'aéronautique du Bourget, l'un des événements les plus prestigieux du secteur. Et l'attraction principale? Le duel des Concorde, ou plutôt des supersoniques. D'un côté, le Concorde français-britannique, symbole de l'ingéniosité occidentale. De l'autre, le Tupolev Tu-144, le Concordski soviétique, fierté de l'URSS et incarnation de la course technologique de la guerre froide. Les deux avions devaient effectuer des démonstrations en vol au-dessus du Bourget. Mais pour des raisons encore débattues aujourd'hui, le Tupolev Tu-144 ne suivit pas exactement la trajectoire prévue. À 15h30 précise, alors qu'il effectuait une manœuvre d'approche, l'avion se mit soudainement à piquer du nez. Les spectateurs, médusés, virent l'engin se disloquer en plein ciel, en flammes, avant de s'écraser, non pas sur le terrain du Bourget, mais à quelques kilomètres de là, à Goussainville, plus précisément dans le quartier de la Gare, au cœur même du village. L'impact fut dévastateur. L'avion, chargé de carburant, explosa au contact du sol, soufflant plusieurs maisons, incendiant des dizaines d'autres, projetant des débris à des centaines de mètres à la ronde. 6 membres d'équipage soviétique périrent dans l'accident. Mais ce n'était pas tout. 8 habitants de Goussainville furent tués. Des civils, des innocents, des gens qui n'avaient rien à voir avec ce spectacle aérien. Parmi eux, des enfants. Le choc fut immense. Non seulement parce qu'un avion S était écrasé en plein centre d'un village français, mais parce que cet avion était un symbole de progrès, de modernité. Et voilà qu'il se transformait en arme de destruction. Les images firent le tour du monde. Les journaux titraient « Le cauchemar supersonique », la chute du géant soviétique. Mais à Goussainville, il n'y avait plus de titres. Il n'y avait que le silence. Un silence brisé par les sirènes des pompiers, les cris des survivants, les pleurs des familles endeuillées. L'enquête officielle conclut à une erreur de pilotage, aggravée par des manœuvres trop risquées. Mais pour les habitants, peu importait la cause technique. Ce qui comptait, c'était que leur village venait d'être frappé par la folie des hommes. Frappé par un rêve devenu cauchemar. Et ce n'était que le début, car si l'accident du Tu-144 avait été un coup de massue, le véritable poison allait venir ensuite. Dès l'ouverture officielle de Roissy, en 1974, le bruit devint insupportable. Les avions passaient toutes les 3 minutes, parfois plus, jour et nuit. Le rugissement des réacteurs empêchait de dormir, de parler, de penser. Les vitres vibraient en permanence, les murs se fissuraient, les animaux domestiques devenaient fous. Mais le pire, c'était l'impuissance. Les habitants protestèrent,
Ils écrivirent aux autorités, ils manifestèrent, ils formèrent des comités de défense. Rien n'y fit. L, État, répondait toujours la même chose. L, aéroport est vital pour L, économie nationale. Vos sacrifices sont nécessaires. Alors, un à un, les habitants commencèrent à partir. D'abord les plus jeunes, puis les familles avec enfants. Enfin, les plus âgés, contraints de quitter leur maison de toute une vie. Et Goussainville se vida. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que le centre historique du village, celui-là même où S était écrasé le Tupolev, ne fut jamais démoli, ni rénové, ni même entretenu. Il fut simplement oublié, gelé dans le temps, comme si le village entier avait été frappé d'un sortilège. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans ces rues, vous verrez des maisons intactes, des volets fermés depuis 50 ans, des affiches jaunies collées au mur, des voitures rouillées dans les allées, et parfois, le vent qui siffle entre les fenêtres vides, comme un écho lointain de ce qui fut. Mais pourquoi ce centre n'a-t-il jamais été rasé? Pourquoi l'État a-t-il laissé ce cœur mort au milieu d'une commune qui, paradoxalement, continue de grandir à ses marges? La réponse est plus sombre qu'il n'y paraît. La voix est celle d'une femme âgée, douce et empreinte de nostalgie. Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un souvenir qui m'est cher, une petite fenêtre sur mon passé. Je m'appelle Élise, mais beaucoup me connaissent comme Madame Dubois. Mes cheveux sont gris maintenant, et mes yeux ont vu bien des saisons passées. Mais il fut un temps où j'étais une jeune fille insouciante, avec de longues couettes brunes qui dansaient dans le vent. La voix devient un peu plus vive, se remémorant le passé. C'était l'été 1972. J'avais 12 ans et je portais ma robe d'été préférée, celle avec les petites fleurs jaunes. Chaque jour était une aventure. Je passais mes après-midi à courir dans les champs de blé doré derrière notre maison, à construire des cabanes dans les bois avec mon meilleur ami et à écouter les histoires que mon grand-père me racontait sous le grand chêne. La vie était simple, rythmée par le chant des oiseaux et l'odeur de l'herbe coupée. Le soir, toute la famille se réunissait. Les rires fusaient autour de la grande table en bois et le parfum de la tarte aux pommes de ma mère flottait dans l'air. C'étaient des moments de pur bonheur. La voix redevient plus douce, un peu mélancolique mais sereine. Aujourd'hui, quand je regarde par ma fenêtre, je vois ces mêmes chants, mais les rires d'enfants se sont tus. La vie a suivi son cours, emportant avec elle certains visages aimés. Parfois, la tristesse pointe le bout de son nez, comme un nuage gris dans un ciel d'été. Mais je me raccroche à ces souvenirs précieux. Ils sont comme des petites lumières qui continuent de briller dans mon cœur. Ils me rappellent que même si le temps passe et que les choses changent, l'amour et la joie que nous avons ressentis restent gravés en nous pour toujours. Ces souvenirs, personne ne peut nous les enlever. Ils sont notre trésor le plus intime. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres récits. Prenez soin de vous. Dans les années 2000, alors que le monde entier semblait avoir oublié Goussainville, quelque chose d'étrange commença à se produire. Des artistes, des photographes, des historiens, des curieux commencèrent à s'intéresser à ce village fantôme à 2 pas de Paris. Des documentaires furent tournés, des livres publiés, des expositions organisées. Le lieu, longtemps ignoré, devenait un symbole. Mais ce n'était pas seulement la nostalgie qui attirait les gens. C'était la puissance narrative de ce lieu.
Goussainville incarnait une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le progrès? Et Protitsi, combien de vies sommes-nous prêts à sacrifier pour que d'autres puissent voyager plus vite, plus loin, plus confortablement? Et puis, il y eut les urbexeurs, ces explorateurs modernes, armés de lampes torches et d'appareils photo, qui franchissaient les grilles de nuit pour pénétrer dans le cœur interdit. Leurs vidéos diffusées sur YouTube montraient des intérieurs figés dans le temps. Une cuisine des années 70 avec sa vaisselle intacte, un salon avec un téléviseur en noir et blanc, une chambre d'enfant avec des peluches couvertes de poussière. Ces images firent le tour du web. Elles réveillèrent les consciences. Elles donnèrent un visage à l'abstraction du sacrifice urbain. Mais l'État, lui, ne bougea pas. Pire, il renforça la surveillance. Des caméras furent installées. Des patrouilles de police passèrent régulièrement. Le message était clair. Ce lieu n'appartient plus au peuple. Il appartient au silence, à l'oubli. Pourtant, en 2013, un événement inattendu secoua la torpeur du vieux village. Un collectif d'artistes parisiens, sous le nom de Mémoire invisible, réussit à obtenir une autorisation exceptionnelle pour installer une œuvre éphémère dans le centre historique. Pendant une nuit, ils projetèrent sur les façades vides des portraits d'anciens habitants, accompagnés de leurs témoignages sonores. Imaginez, marcher dans une rue déserte et soudain voir le visage d'une femme âgée apparaître sur un mur lézardé, tandis qu'une voix dit « J est planté ce rosier en 1952, il fleurissait chaque juin ». Ce fut bouleversant, éphémère, mais puissant. Pour une nuit, Goussainville revécut, mais dès le lendemain, tout fut effacé. Les projecteurs enlevés, les enregistrements supprimés. Le silence reprit ses droits. Pourtant, quelque chose avait changé. Car aujourd'hui, malgré les interdits, malgré les grilles, malgré les décennies de négligence, Goussainville refuse de mourir complètement. Des associations locales se battent pour sa préservation. Pas comme un musée, mais comme un mémorial. Un lieu de mémoire. Un rappel permanent que derrière chaque décision politique, il y a des vies. Et c'est là que réside la véritable horreur de ce lieu. Pas dans les fantômes, mais dans l'indifférence, dans le fait que des centaines de familles aient pu être effacées sans que personne ne crie au scandale, sans que personne ne demande réparation. Mais peut-être que vous, en regardant cette vidéo, pouvez changer cela. Parce que chaque like, chaque partage, chaque commentaire est une voix qui dit « Nous ne les oublions pas ». Alors, si cette histoire vous a touché, prenez une seconde, laissez un mot en commentaire. Dites-nous ce que vous ressentez. Racontez-nous si vous connaissez un lieu similaire près de chez vous. Et surtout, abonnez-vous parce que ce que nous allons découvrir maintenant est encore plus sombre. Car l'accident du Tupolev Tu-144 n'était peut-être pas un simple accident. Depuis 1973, des questions persistent autour de la chute du Tupolev Tu-144. Officiellement, l'enquête franco-soviétique a conclu à une erreur de pilotage. Selon les rapports, l'équipage aurait effectué une manœuvre trop brutale pour impressionner le public, provoquant une perte de contrôle. Mais de nombreux experts, ingénieurs et historiens de l'aviation ont toujours douté de cette version. Pourquoi ? Parce que les données de vol récupérées, bien que partielles, suggèrent que l'avion a subi une défaillance structurelle soudaine. Des témoins affirment avoir vu des pièces se détacher avant l'impact. D'autres parlent d'une explosion en vol.
Et surtout, pourquoi l'avion s'est-il écrasé précisément à Goussainville alors que le Bourget était à moins de 5 km? Certaines théories, longtemps reléguées au rang de conspiration, gagnent aujourd'hui en crédibilité. L'une d'elles suggère que le TU-144 aurait été victime d'un sabotage, non pas par un acte terroriste, mais par une concurrence industrielle féroce. Le Concorde et le TU-144 étaient les deux seuls avions de ligne supersoniques au monde. Leur duel n'était pas seulement technologique, il était idéologique. Capitalisme contre communisme, Occident contre URSS. Et si quelqu'un dans l'ombre avait voulu éliminer le rival soviétique? Bien sûr, aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée, mais les archives restent partiellement classifiées, tant du côté français que russe. Et curieusement, plusieurs ingénieurs impliqués dans l'enquête sont décédés dans des circonstances troubles dans les années qui ont suivi. Mais il y a une autre piste, plus troublante encore. Des documents déclassifiés en 2010 révèlent que, ce jour-là, des avions militaires français surveillaient discrètement l'espace aérien autour du Bourget, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais des communications radio interceptées suggèrent qu'un objet non identifié aurait été détecté près du Tu-144, quelques secondes avant l'accident. Était-ce un drone? Un avion espion? Ou simplement une erreur de lecture? Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que l'accident a servi les intérêts de beaucoup. Le Concorde, bien que coûteux, a continué à voler pendant des décennies. Le Tu-144, lui, a été retiré du service passager en 1978 après seulement 55 vols commerciaux. Trop dangereux, trop bruyant, trop maudit. Et Goussainville? Goussainville est devenu le parfait bouc émissaire. Le lieu idéal pour dire « Voyez ce qui arrive quand on construit trop près des aéroports. » Sauf que le village était là avant. L'aéroport, lui, a été construit après. L'ironie est cruelle. Mais au-delà des théories, ce qui reste, c'est la douleur des familles. Les 8 victimes civiles de Goussainville n'ont jamais eu de monument digne de ce nom. Pas de stèle centrale, pas de journée commémorative. Leur nom est à peine mentionné dans les livres d'histoire. Et pourtant, leur mort a changé le destin d'un village entier. Car après l'accident, les expropriations se sont accélérées, les indemnisations réduites, les pressions intensifiées. Comme si l'État avait saisi l'occasion pour nettoyer définitivement la zone. Et c'est là que réside la véritable tragédie. Goussainville n'a pas été détruit par un avion. Il a été détruit par le silence qui a suivi. Mais ce silence commence à se briser, car aujourd'hui des voix s'élèvent. Des descendants d'anciens habitants racontent leurs histoires. Des chercheurs fouillent les archives. Des citoyens exigent la vérité. Et peut-être que, grâce à vous, cette vidéo deviendra une pierre de plus dans ce mur de mémoire. Alors, n'oubliez pas, likez si vous croyez que l'histoire de Goussainville mérite d'être connue. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir. Et surtout, commentez. Parce que chaque mot compte. Car ce que nous allons explorer maintenant, c'est ce que devient un lieu quand il n'y a plus personne pour s'en souvenir. Le bruit. Ce mot semble banal, presque insignifiant. Pourtant, à Goussainville, il est devenu une arme. Une arme invisible, omniprésente, insidieuse. Contrairement à une explosion ou à un incendie, le bruit ne laisse pas de cicatrices visibles. Il ne fait pas couler le sang. Mais il ronge l'âme. Il détruit lentement, méthodiquement, tout ce qui fait la vie humaine. Le sommeil, la concentration, la conversation, l'intimité
la paix intérieure. Dès l'ouverture de Roissy en 1974, les niveaux sonores à Goussainville ont dépassé les 90 décibels, L équivalent D une tronçonneuse à quelques mètres. Parfois, lors des pics d'activité, ils atteignaient 105 dBA, soit le seuil de douleur. Et cela 24 heures sur 24. Les études médicales de l'époque, bien que rares, montraient déjà des effets alarmants. Hypertension chronique, troubles du sommeil, dépression sévère, troubles cognitifs chez les enfants, augmentation des risques cardiovasculaires. Mais ces rapports furent enterrés. L'État préférait parler de gêne temporaire plutôt que de danger sanitaire. Pourtant, les habitants le savaient. Ils le sentaient dans leurs os, dans leur tête, dans leur cœur. Madame Lefebvre, encore un nom fictif, mais inspiré de dizaines de témoignages, racontait qu'elle ne pouvait plus lire à haute voix à ses enfants. Chaque fois qu'un avion passait, il fallait tout arrêter, attendre, respirer, reprendre. Son fils aîné, âgé de 8 ans en 1975, a commencé à bégayer, puis à refuser d'aller à l'école, puis à se replier sur lui-même. Aujourd'hui, il souffre toujours de troubles anxieux. Il n'est jamais retourné à Goussainville. Un autre témoin, un ancien instituteur, disait que les élèves ne pouvaient plus se concentrer pendant les cours. Quand un Boeing 747 passait au-dessus de l'école, tout tremblait. Les fenêtres vibraient. Les enfants se bouchaient les oreilles. Parfois, ils pleuraient. On ne pouvait rien faire. Rien. Et ce n'était pas seulement le bruit en soi. C'était l'impuissance, le sentiment d'être piégé, de vivre sous une menace constante, sans échappatoire. Cette forme de violence psychologique a un nom, la pollution sonore chronique. Et ses effets sont comparables à ceux d'un traumatisme de guerre. Des chercheurs en psychologie environnementale parlent même de syndrome de Goussainville, bien que non officiellement reconnu, pour décrire l'état de détresse prolongée causé par exposition ininterrompue à un bruit industriel intense. Mais ce qui rend cette souffrance encore plus cruelle, c'est qu'elle était évitable. Des solutions existaient. Des corridors aériens plus éloignés, des technologies d'insonorisation, des compensations réelles, mais elles auraient coûté cher. Et surtout, elles auraient ralenti le rêve de Roissy. Alors, on a choisi le silence. Pas celui du village abandonné, mais celui des institutions. Et pendant que Paris célébrait son nouvel aéroport ultra-moderne, Goussainville agonisait dans l'ombre. Mais le bruit n'a pas seulement chassé les habitants. Il a aussi transformé l'espace lui-même. Les jardins, autrefois fleuris, sont devenus stériles. Le stress sonore empêche certaines plantes de pousser. Les oiseaux ont déserté. Même les insectes semblent avoir fui. Le centre historique, aujourd'hui, est un écosystème vide, un lieu où la nature elle-même refuse de revenir. C'est peut-être cela le plus effrayant, quand même les arbres préfèrent mourir plutôt que de vivre sous le rugissement des réacteurs. Et pourtant, malgré tout cela, certains sont restés. Jusqu'à la fin, parmi les derniers habitants du centre historique de Goussainville, il y avait Monsieur Renard. Né en 1921, il avait vécu toute sa vie dans la même maison, rue Victor Hugo. Artisan menuisier, il connaissait chaque pierre de son village, chaque arbre, chaque visage. Lorsque les premières rumeurs d'expropriation circulèrent, il refusa catégoriquement de partir. « Ils peuvent prendre ma maison, disait-il, mais pas mes racines. » Après l'accident du Tu-144, sa maison fut endommagée, mais pas détruite.
Il la répara lui-même avec du bois récupéré. Il continua à ouvrir son atelier même si plus personne ne venait. Même si le bruit rendait impossible tout travail précis. Les années passèrent. Ses voisins partirent, les uns après les autres. Les rues se vidèrent, les commerces fermèrent. Mais lui resta. Il disait que tant qu'il y aurait un homme debout à Goussainville, le village ne serait pas mort. En 1987, à l'âge de 66 ans, il fut le dernier à quitter le centre. Non pas parce qu'il avait changé d'avis, mais parce que la municipalité coupa définitivement l'électricité et l'eau. Sans chauffage, sans lumière, sans eau courante, il ne pouvait plus survivre seul dans ce désert urbain. Avant de partir, il écrivit une lettre qu'il glissa sous la porte de la mairie. Elle disait simplement « Vous avez gagné le ciel, mais vous avez perdu la terre. » Personne ne sait ce qu'est devenue cette lettre. Mais sa maison, elle, est toujours là. Aujourd'hui, si vous vous approchez, en évitant les caméras et les grilles, vous pouvez voir, derrière une fenêtre du premier étage, une silhouette découpée dans du bois. Un petit avion, accroché au mur, comme un hommage ironique. Ou une malédiction silencieuse. Monsieur Renard est mort en 2003 dans un appartement HLM à Sarcelles. Il n'est jamais revenu à Goussainville. Mais dans ses rêves, disait sa fille, il y retournait chaque nuit. Son histoire n'est pas unique. D'autres ont résisté, d'autres ont tenu bon, mais tous ont fini par céder. Pas à la force, mais à l'usure, à l'érosion lente de l'âme. Et est là que réside la véritable cruauté du système. Il ne vous expulse pas violemment. Il vous pousse doucement vers la sortie jusqu'à ce que vous demandiez vous-même à partir. Mais même après leur départ, les anciens habitants n'ont jamais vraiment quitté Goussainville. Beaucoup reviennent, discrètement, pour marcher autour du périmètre interdit. Certains apportent des fleurs, d'autres prient, d'autres pleurent. Car ce n'est pas une maison qu'ils ont perdue, c'est leur mémoire, leur identité, leur enfance. Et ce deuil, 50 ans plus tard, n'est toujours pas terminé. Mais ce drame français n'est pas isolé. À travers le monde, des dizaines de communautés ont subi le même sort. Des villages entiers sacrifiés au nom de l'aviation, des barrages, des autoroutes. Pourtant, aucun n'a connu une fin aussi symbolique, aussi poignante, parce qu'à Goussainville, tout est resté en place, comme si le temps avait été suspendu. Et c'est précisément cette immobilité qui attire aujourd'hui les curieux, les artistes et les fantômes du passé. Mais attention, ce lieu n'est pas un simple décor, c'est un miroir. Un miroir qui nous renvoie la question suivante. Combien de Goussainville sommes-nous prêts à créer demain? Car le progrès ne s'arrête jamais. Et chaque nouvelle infrastructure a besoin de victimes. Alors, avant de liker cette vidéo, avant de vous abonner, prenez une seconde. Demandez-vous, et si c'était mon village, ma maison, ma famille? Parce que l'histoire de Goussainville n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Parmi les derniers habitants du centre historique de Goussainville, il y avait Monsieur Renard. Né en 1921, il avait vécu toute sa vie dans la même maison, rue Victor Hugo. Artisan menuisier, il connaissait chaque pierre de son village, chaque arbre, chaque visage. Lorsque les premières rumeurs d'expropriation circulèrent, il refusa catégoriquement de partir. « Ils peuvent prendre ma maison, disait-il, mais pas mes racines. » Après l'accident du Tu-144, sa maison fut endommagée, mais pas détruite. Il la répara lui-même avec du bois récupéré. Il continua à ouvrir son atelier, même si plus personne ne venait. Même si le bruit rendait impossible tout travail précis. Les années passèrent.
Ses voisins partirent, les uns après les autres. Les rues se vidèrent, les commerces fermèrent. Mais lui resta. Il disait que tant qu'il y aurait un homme debout à Goussainville, le village ne serait pas mort. En 1987, à l'âge de 66 ans, il fut le dernier à quitter le centre. Non pas parce qu'il avait changé d'avis, mais parce que la municipalité coupa définitivement l'électricité et l'eau. Sans chauffage, sans lumière, sans eau courante, il ne pouvait plus survivre seul dans ce désert urbain. Avant de partir, il écrivit une lettre qu'il glissa sous la porte de la mairie. Elle disait simplement « Vous avez gagné le ciel, mais vous avez perdu la terre. » Personne ne sait ce qu'est devenue cette lettre. Mais sa maison, elle, est toujours là. Aujourd'hui, si vous vous approchez, en évitant les caméras et les grilles, vous pouvez voir, derrière une fenêtre du premier étage, une silhouette découpée dans du bois. Un petit avion, accroché au mur, comme un hommage ironique. Ou une malédiction silencieuse. Monsieur Renard est mort en 2003 dans un appartement HLM à Sarcelles. Il n'est jamais revenu à Goussainville. Mais dans ses rêves, disait sa fille, il y retournait chaque nuit. Son histoire n'est pas unique. D'autres ont résisté, d'autres ont tenu bon, mais tous ont fini par céder. Pas à la force, mais à l'usure, à l'érosion lente de l'âme. Et est là que réside la véritable cruauté du système. Il ne vous expulse pas violemment. Il vous pousse doucement vers la sortie jusqu'à ce que vous demandiez vous-même à partir. Mais même après leur départ, les anciens habitants n'ont jamais vraiment quitté Goussainville. Beaucoup reviennent, discrètement, pour marcher autour du périmètre interdit. Certains apportent des fleurs, d'autres prient, d'autres pleurent, car ce n'est pas une maison qu'ils ont perdue, c'est leur mémoire, leur identité, leur enfance. Et ce deuil, 50 ans plus tard, n'est toujours pas terminé. Mais ce drame français n'est pas isolé. À travers le monde, des dizaines de communautés ont subi le même sort. Des villages entiers sacrifiés au nom de l'aviation, des barrages, des autoroutes. Pourtant, aucun n'a connu une fin aussi symbolique, aussi poignante, parce qu'à Goussainville, tout est resté en place, comme si le temps avait été suspendu. Et c'est précisément cette immobilité qui attire aujourd'hui les curieux, les artistes et les fantômes du passé. Mais attention, ce lieu n'est pas un simple décor, c'est un miroir. Un miroir qui nous renvoie à la question suivante. Combien de Goussainville sommes-nous prêts à créer demain? Car le progrès ne s'arrête jamais. Et chaque nouvelle infrastructure a besoin de victimes. Alors, avant de liker cette vidéo, avant de vous abonner, prenez une seconde. Demandez-vous, et si c'était mon village, ma maison, ma famille? Parce que l'histoire de Goussainville n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Il est minuit. Le ciel est noir. Seuls les feux de position des avions tracent des lignes rouges et blanches dans l'obscurité, comme des fantômes mécaniques en perpétuel mouvement. À quelques centaines de mètres de là, derrière une clôture rouillée, un groupe de 3 silhouettes progresse à pas feutrés. Ils portent des sacs à dos, des gants noirs, des lampes frontales éteintes. Ce sont des urbexeurs, des explorateurs clandestins. Et leur destination ce soir, c'est le cœur interdit de Goussainville. Ce rituel se répète depuis des années. Malgré les caméras, malgré les patrouilles, malgré les amendes, pouvant atteindre 750 € pour intrusion dans un espace sécurisé, ils reviennent. Pas par vandalisme, pas par curiosité morbide, mais par respect, par besoin de témoigner. L'un d'eux, que nous appellerons Léo, filme chaque expédition. Ces vidéos, publiées sous pseudonyme,
montrent des intérieurs figés dans les années 70. Une cuisine avec un évier en émail, une pendule arrêtée à 15h32, 2 minutes après l'impact du Tu-144, un calendrier mural encore ouvert sur le mois de juin 1973. Ce n'est pas un lieu abandonné, dit-il dans une de ses rares interviews. C'est un lieu suspendu. Comme si les habitants avaient été arrachés à leur vie en pleine respiration. Mais ces visites ne sont pas sans risque. En 2019, un explorateur a été arrêté et emmené au poste. Il a passé la nuit en garde à vue, accusé de mise en danger des autrui, les autorités arguant que les planchers pourraient effondrer. En réalité, elles craignent surtout que ces images ne ravivent la mémoire du lieu. Car Goussainville, aujourd'hui, est un secret que l'État voudrait enterrer. Pourtant, chaque photo, chaque vidéo, chaque mot publié en ligne est une résistance. Une manière de dire « nous ne laisserons pas ce village disparaître 2 fois, d'abord physiquement, puis de la mémoire ». Et parfois, ces explorations révèlent des choses inattendues. En 2021, Léo et son équipe ont découvert, dans le grenier d'une maison proche du point d'impact, une valise en cuir fermée à clé. À l'intérieur, des lettres, des photos de famille, un carnet de notes. Le carnet appartenait à une jeune fille de 14 ans prénommée Élodie. Elle y décrivait sa vie quotidienne, ses peurs, ses rêves. La dernière entrée datait du 2 juin 1973, la veille de l'accident. Demain, il y a une démonstration d'avion au Bourget. Papa dit qu'on verra le fameux Concorde russe. J'espère qu'il volera au-dessus du village. Ce serait magique. La page suivante est vierge. Ce carnet, aujourd'hui, est conservé dans une boîte en fer, cachée quelque part à Paris. Léo refuse de le remettre aux autorités. Il le mettrait dans un tiroir. Il mérite d'être lu, d'être entendu. Et c'est là que réside la puissance de ces explorations. Elle ne pille pas, elle sauve. Mais Goussainville n'est pas qu'un lieu de mémoire. C'est aussi un lieu de tension, car autour de ce noyau mort, la ville continue de vivre. Et les nouveaux habitants, souvent issus de quartiers populaires, de familles immigrées, de classes précaires, ne comprennent pas toujours pourquoi ce centre est interdit. Pour eux, c'est du gâchis, une opportunité perdue. Des projets de réhabilitation ont été proposés, logements sociaux, centres culturels, espaces verts. Mais tous ont échoué, soit par manque de financement, soit par peur de réveiller les fantômes, soit par simple inertie administrative. Résultat, le centre historique pourrit lentement. Les toits s'effondrent, les façades s'écroulent. La végétation reprend ses droits, mais d'une manière sauvage, anarchique. Ce n'est plus un village, c'est une ruine moderne. Et pourtant, personne n'ose le raser. Comme si, en détruisant les murs, on effacerait définitivement les vies qui y ont existé. Mais peut-être que ce n'est pas à nous de décider. Peut-être que Goussainville doit rester tel qu'il est, un mémorial vivant, un avertissement silencieux. Car ce lieu n'appartient plus aux vivants, il appartient à ceux qui ont dû partir. Goussainville n'est pas seul. À travers le monde, des dizaines de villages ont été sacrifiés au nom du progrès. Mais chacun porte sa propre tragédie. Prenez Imber, en Angleterre. Ce petit village du Wiltshire a été évacué en 1943 pour permettre à l'armée britannique de s'entraîner avant le débarquement en Normandie. Les habitants furent priés de quitter leur maison pour quelques mois. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, Imber est une zone militaire interdite, ouverte au public seulement quelques jours par an. L'église du village, seule structure encore debout, est devenue un lieu de pèlerinage pour les descendants.
ou encore Centralia, en Pennsylvanie. En 1962, un feu souterrain s'est déclaré dans une mine de charbon. Il brûle encore aujourd'hui. La ville, autrefois prospère, a été évacuée. Seuls 5 habitants y vivent encore, refusant de partir. Les rues sont fissurées, la fumée sort du sol, et l'air sent le soufre. Centralia a inspiré le jeu vidéo Silent Hill, un cauchemar devenu réalité. Mais Goussainville diffère de ces lieux. Il n'a pas été détruit par la guerre ou par un incendie. Il a été tué par le bruit, par la bureaucratie, par l'indifférence. Et surtout, il est situé au cœur de l'une des régions les plus riches d'Europe. À 30 minutes de Paris, en RER. Entouré de centres commerciaux, d'autoroutes, d'aéroports. C'est cette proximité avec la modernité qui rend son abandon encore plus absurde. Comment peut-on laisser un centre historique intact se dégrader à côté d'un McDonald's et d'un parking pour voitures électriques? La réponse est simple. Parce que personne ne veut d'en assumer la responsabilité. L'État dit que c'est à la mairie de s'en occuper. La mairie dit que c'est trop coûteux. Les promoteurs disent que c'est trop chargé émotionnellement. Et les anciens habitants sont trop dispersés, trop âgés, trop fatigués pour se battre. Mais il y a pire. Car pendant que le centre meurt, Roissy-Charles de Gaulle continue de s'agrandir. Un 4e terminal est prévu d'ici 2030. Le trafic aérien augmente chaque année. Et le bruit n'a jamais cessé. Les nouveaux quartiers de Goussainville, construits après les années 80, sont insonorisés. Double vitrage, murs épais. Mais le centre, lui, n'a jamais eu droit à ces protections. Comme si on avait voulu le laisser souffrir jusqu'à la fin. Et pourtant, malgré tout, des voix s'élèvent. En 2022, une association appelée Goussainville Mémoire a été créée par des descendants d'anciens habitants. Leur but? Obtenir la reconnaissance officielle du centre historique comme site de mémoire national. Pas pour en faire un parc d'attractions, pas pour le transformer en hôtel de luxe, mais pour préserver ce qu'il reste. Ils demandent 3 choses. Une plaque commémorative en hommage aux 8 victimes civiles de l'accident de 1973. L'ouverture contrôlée du site à des visites pédagogiques et historiques. La numérisation des archives familiales encore présentes dans les maisons. Jusqu'à présent, leurs demandes sont restées lettres mortes. Mais ils ne lâchent pas, parce qu'ils savent une chose. Tant qu'on parle de Goussainville, il n'est pas vraiment mort. Et c'est là que vous entrez en jeu. Chaque fois que vous partagez cette histoire, vous donnez de la force à leur combat. Alors, si vous croyez que ce village mérite d'être sauvé, ne serait-ce que dans la mémoire collective, likez cette vidéo, abonnez-vous et surtout, commentez. Parce que demain, ce combat ne sera plus seulement le leur, il sera le nôtre. Dans les sous-sols poussiéreux des archives départementales du Val d'Oise, enfermés dans des cartons marqués « restreints, non communicables », dorment des centaines de documents que personne n'a le droit de consulter. Des rapports, des expertises acoustiques datant de 1966, des courriers internes entre le ministère de L, Équipement, et la direction de L, Aviation civile, des listes d'indemnisation raturées, corrigées, falsifiées, et surtout des lettres. Des centaines de lettres écrites à la main par les habitants de Goussainville entre 1968 et 1978. Monsieur le ministre, ma fille de 6 ans ne dort plus depuis que les avions passent la nuit. Elle fait des cauchemars. Elle croit que le ciel va tomber. Nous ne demandons pas la richesse, seulement le droit de vivre en paix. Vous construisez un aéroport pour le monde entier, mais vous détruisez notre petit monde à nous. Ces lettres n'ont jamais reçu de réponse officielle.
Elles ont été classées, archivées, oubliées. Mais certaines ont fuité. En 2015, un ancien fonctionnaire à la retraite, hanté par sa conscience, a transmis une copie de ses dossiers à un journaliste d'investigation. Celui-ci a tenté de publier une série d'articles. Mais la pression politique a été immédiate. L'éditeur a annulé le projet, le journaliste a été muté et les documents ont disparu. Pourtant, des fragments circulent encore dans les milieux militants. L'un d'eux révèle une vérité choquante. Dès 1967, les ingénieurs de El Aoueta savaient que le bruit à Goussainville dépasserait les seuils humainement supportables. Un rapport interne, signé par un haut fonctionnaire, concluait « Il est probable que la quasi-totalité de la population du centre de Goussainville devra être relogée dans les 10 ans suivants, ouverture de aéroport. » Le maintien d'habitants dans cette zone constituerait une faute morale et juridique. Et pourtant, rien ne fut dit publiquement. Aucune alerte, aucune évacuation préventive. On laissa les gens vivre dans l'enfer jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon administratif, une désertion douce. Mais ce n'est pas tout. Un autre document, daté de juillet 1973, un mois après l'accident du Tu-144, montre que État envisageait sérieusement de raser tout le centre historique. Une note confidentielle évoque même la construction d'un mémorial discret à la périphérie, sans mention explicite des victimes civiles afin d'éviter toute instrumentalisation politique. Mais le projet fut abandonné, pas par humanité, par économie. Raser, c'était coûteux. Laisser pourrir, c'était gratuit. Et ainsi, Goussainville devint ce qu'il est, un cadavre debout. Mais les archives ne contiennent pas que des preuves de négligence. Elles recèlent aussi des trésors de mémoire, des photos d'école, des carnets de notes, des registres paroissiaux, des plans de maisons dessinés à la main. Tout cela, aujourd'hui, se dégrade lentement dans l'humidité et l'oubli, et personne ne semble s'en soucier. Pourtant, ces documents ne sont pas juste du papier. Ce sont des vies, des identités, des histoires qui méritent d'être racontées. C'est pourquoi, en 2023, un groupe de bénévoles a lancé une initiative clandestine. Sauver Goussainville, pixel par pixel. Armés de scanners portables et de drones, ils tentent de numériser ce qui reste avant que tout ne s'effondre. Leur travail est illégal, mais ils s'en moquent. Si l'État ne veut pas préserver la mémoire, alors ce sera à nous de le faire, dit l'un d'eux. Et chaque image qu'ils sauvent est une victoire contre l'oubli. Mais le temps presse, les toits fuient, les murs s'effritent. Les intempéries font leur œuvre. Bientôt, il ne restera plus rien. Sauf si nous décidons que non. Parce que Goussainville n'est pas qu'un village français. C'est un symbole universel. Un rappel que derrière chaque décision politique, il y a des visages, des noms, des larmes. Et que le progrès sans humanité n'est qu'une ruine en devenir. Alors, si cette histoire vous touche, agissez. Likez, partagez, commentez, parce que tant qu'on en parle, Goussainville respire encore. Imaginez une famille. Pas une famille riche, pas une famille célèbre, juste une famille ordinaire. Les Martin, Pierre, 42 ans, ouvrier chez Renault. Simone, 39 ans, couturière à domicile. Leurs enfants, Thomas, 12 ans, et Claire, 8 ans. Ils vivent rue des Tilleuls, à 2 pas de l'église Saint-Leu et Saint-Gilles. Leur maison, petite mais chaleureuse, a été achetée en 1965. C'est leur premier chez eux, leur rêve.
En 1968, les premiers bruits courent. Un aéroport va être construit non loin. Pierre rit. Ils ne vont pas mettre des avions au-dessus de nos têtes. Mais en 1970, les premiers géomètres arrivent. Puis les pelleteuses. Puis le grondement lointain des chantiers. En 1973, le 3 juin, tout bascule. Ils ne sont pas tués dans l'accident. Mais leur voisin, M. Dubois, oui. Sa maison est soufflée. Les Martins passent la nuit à aider les secours, à chercher des survivants dans les décombres. Claire, traumatisée, refuse de sortir pendant des semaines. Puis vient 1974, l'ouverture de Roissy. Le bruit devient insupportable. Thomas ne peut plus faire ses devoirs. Simone perd des commandes. Ses clientes se plaignent que elle, naine, entendent plus ce que elle dit au téléphone. Pierre, épuisé, devient irritable. Il demande à être relogé. On leur propose un appartement à 30 km dans une cité qu'ils ne connaissent pas. Le loyer est plus élevé, l'indemnisation insuffisante. Ils refusent. Mais en 1976, l'eau est coupée dans leur rue pour travaux. Elle ne sera jamais remise. Ils doivent aller chercher de l'eau à la fontaine publique. En hiver, leurs mains gèlent. En 1977, l'électricité suit le même sort. En 1978, ils partent. Ils laissent derrière eux leurs meubles, leurs photos, les jouets des enfants. Trop lourd, trop douloureux. Leur maison, aujourd'hui, est toujours là. La porte d'entrée est enfoncée. Les volets, arrachés par le vent. À l'intérieur, le papier peint des années 70 se décolle. Une poupée gît dans un coin, un œil manquant. Personne n'y est entré depuis. Mais si vous tendez l'oreille, par une nuit calme, vous jurerez entendre le rire de Claire. Cette histoire est fictive, mais elle est vraie, parce qu'elle s'est jouée des centaines de fois à Goussainville. Chaque maison vide raconte une version différente de la même tragédie. Et c'est cette accumulation de drames ordinaires qui rend ce lieu si puissant. Ce n'est pas un événement unique qui a tué Goussainville. C'est 1000 petites morts, 1000 silences imposés, 1000 adieux non dits. Et c'est pourquoi ce village, aujourd'hui, parle si fort, même dans le silence. Goussainville n'est pas seulement un drame humain, c'est aussi une catastrophe écologique silencieuse. Pendant des siècles, ce village a vécu en harmonie avec son environnement. Les jardins potagers nourrissaient les familles. Les vergers abritaient des dizaines d'espèces d'oiseaux. La Seine, toute proche, offrait un écosystème riche où poissons, amphibiens et insectes prospéraient. Le sol, fertile, était travaillé par des générations d'agriculteurs locaux. Mais tout cela a changé avec Roissy. Le bruit, d'abord, a chassé la faune. Les oiseaux migrateurs ont cessé de s'arrêter ici. Les hiboux, les rossignols, les martinets, tous ont disparu. Les études montrent que le stress sonore chronique perturbe les cycles de reproduction, la communication entre espèces et même les comportements alimentaires. Aujourd'hui, seuls quelques corbeaux et pigeons urbains osent encore survoler le centre historique. Puis vint la pollution, non seulement acoustique mais aussi atmosphérique. Les avions dégagent des particules fines, des oxydes d'azote, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des substances toxiques qui se déposent sur les toits, les murs, les sols. Des analyses récentes, menées clandestinement par des collectifs environnementaux, ont révélé des concentrations anormales de plomb et de cadmium dans la terre du vieux village. Et comme personne n'entretient plus les lieux, la nature tente de reprendre ses droits, mais d'une manière maladive. Des plantes invasives, Buddleia, ronces,
lierres agressifs étouffent les vestiges des jardins d'autrefois. Les arbres, affaiblis par la pollution, tombent sans être remplacés. Les caves, remplies d'eau stagnante, deviennent des foyers de moisissures toxiques. Pire encore, les matériaux des maisons elles-mêmes se dégradent de façon dangereuse. L'amiante, couramment utilisé dans les constructions des années 60-70, se désagrège lentement, libérant des fibres invisibles dans l'air. Le plomb des peintures anciennes s'effrite. Le bois pourri attire des champignons lignivores qui fragilisent les structures. Goussainville n'est donc pas seulement un lieu triste, c'est un lieu toxique. Et c'est précisément cette toxicité, à la fois physique et symbolique, qui justifie, aux yeux des autorités, de maintenir le site fermé. Pas pour protéger la mémoire, mais pour éviter la responsabilité. Car si un enfant tombait malade après avoir joué dans ces ruines, qui serait responsable? L'État? La mairie? Air France? Personne ne veut porter ce poids. Alors on préfère tout enfermer, tout oublier. Mais cette stratégie a un prix. Car en laissant Goussainville se dégrader, on ne fait pas que perdre un patrimoine bâti. On perd aussi un écosystème entier, un microclimat, une biodiversité locale qui mettra des décennies, voire des siècles, à se reconstituer si elle le fait un jour. Et pourtant, au milieu de cette désolation, des signes de résilience apparaissent. Dans une cour cachée derrière l'ancienne boulangerie, une glycine sauvage a percé à travers le béton. Ses fleurs mauves contrastent violemment avec la grisaille ambiante. Sur le mur de l'école communale, des mousses rares, habituellement absentes des zones urbaines, ont trouvé refuge. Et parfois, très rarement, au crépuscule, on entend le cri d'un hibou, comme si la nature, elle aussi, refusait d'oublier. Mais cette renaissance est fragile. Elle a besoin de protection, de reconnaissance, d'amour. Or, à Goussainville, l'amour est parti avec les habitants, et ce vide, ni le lierre ni les corbeaux ne peuvent le combler. Malgré l'abandon, Goussainville continue d'inspirer. Depuis les années 2000, des artistes du monde entier ont fait de ce village fantôme une muse silencieuse. En 2008, la photographe française Élise Moreau a exposé une série intitulée « Les chambres du silence ». Ces images, prises à l'aube, montrent des lits intacts, des miroirs couverts de poussière, des fenêtres ouvertes sur un ciel toujours grondant. L'exposition, présentée à la Maison européenne de la photographie à Paris, a ému des milliers de visiteurs. En 2015, le compositeur Laurent Dubois a créé une œuvre sonore intitulée Goussainville, 1974-2015. Il y mêle des enregistrements d'avions, des fragments de conversations d'archives, le tic-tac d'horloges arrêtées et le vent dans les ruelles vides. Œuvre a été jouée au théâtre de la ville, mais interrompue au bout de 10 minutes, tant le public était bouleversé. Plus récemment, en 2022, un collectif de street artists a projeté, de nuit, des silhouettes lumineuses sur les façades du centre historique, des enfants courant, des couples se tenant par la main, des vieillards sur des bancs. Pendant quelques heures, Goussainville revécut. Mais chaque tentative de rendre hommage se heurte au même mur, l'indifférence institutionnelle. Aucune subvention n'est allouée, aucun espace officiel n'est dédié à cette mémoire. Pourtant, l'art reste la dernière arme des oubliés, car là où les mots échouent, l'image parle. Là où le silence règne, la musique pleure. Et c'est, et peut-être grâce à ces œuvres, que Goussainville survivra, non pas en pierre et en bois, mais en émotion. Mais il y a une autre forme de résistance, plus discrète, plus intime. Chaque année, le 3 juin, une poignée de personnes se rassemblent discrètement près de la clôture du centre historique.
Elles déposent des fleurs blanches. Elles allument des bougies. Elles lisent les noms des 8 victimes civiles de l'accident du TU 144. Parmi elles, il y a souvent des descendants, parfois d'anciens voisins, rarement des curieux, jamais de représentants de l'État. Cette cérémonie n'est pas officielle, elle n'est même pas annoncée. Elle existe parce que certains refusent que la mémoire meure. Et c'est là que réside la véritable force de Goussainville. Pas dans les murs, pas dans les rues, mais dans les cœurs qui continuent de battre pour lui. Car un lieu n'est jamais vraiment mort tant qu'il est aimé. Et Goussainville, contre toute attente, est encore aimé. Par ceux qui l'ont connu, par ceux qui l'ont découvert, et peut-être par vous en ce moment même. Alors si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas retomber dans le silence. Likez, partagez, commentez. Parce que chaque clic est une fleur déposée sur la tombe d'un rêve brisé. Goussainville n'est pas une anomalie française. Il est le visage le plus visible d'un phénomène plus vaste, celui des zones sacrifiées. En France, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de communautés ont été déplacées, expropriées, effacées, non par la guerre, mais par le progrès. Prenez la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Dans les années 1950, plusieurs villages furent noyés pour créer le lac de Serponçon. Les habitants d'Aiguières, de la Brianne, de Savines virent leurs maisons englouties sous des dizaines de mètres d'eau. Aujourd'hui, lors des périodes de sécheresse extrême, les clochers émergent comme des fantômes de pierre. Ou encore, le camp militaire de Sissonne, dans l'Aisne. En 1960, 5 villages entiers furent évacués du jour au lendemain pour faire place à un terrain d'entraînement de l'armée française. Les habitants reçurent 48 heures pour quitter leur foyer. Aujourd'hui, les ruines de ces villages sont visibles depuis les routes, derrière des barbelés, des églises sans toit, des cimetières sans fleurs. Même Paris n'est pas épargné. Le quartier de Bercy, autrefois un village de vignerons et de tonneliers, a été rasé dans les années 1970 pour construire le ministère des Finances et un centre commercial. Aucun hommage n'a été rendu à ces anciens habitants. Mais ce qui distingue Goussainville, c'est qu'il n'a pas été détruit. Il a été laissé, et cette absence de destruction physique rend son abandon encore plus cruel. Car on peut raser un village, on peut le noyer, on peut le transformer en parking. Mais on ne peut pas figer le temps sans créer un lieu hanté, non par des esprits, mais par des questions. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Et surtout, combien de Goussainville sommes-nous prêts à accepter demain? Car le modèle se répète. Aujourd'hui, ce sont les zones autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, qui ont été vidées. Demain, ce seront peut-être des quartiers entiers déplacés pour des lignes à grande vitesse, des centrales nucléaires, des méga data centers. Le progrès a toujours besoin de chair à canon. Et trop souvent, cette chair est celle des plus vulnérables, les classes populaires, les ruraux, les oubliés des métropoles. Goussainville est donc bien plus qu'un village fantôme. C'est un miroir qui nous renvoie à notre propre complicité silencieuse. Car combien d'entre nous ont pris un vol au départ de Roissy sans jamais se demander ce qu'il y avait en dessous? Combien n'ont profité de la modernité sans jamais interroger son prix? Ce n'est pas un hasard si Goussainville est resté invisible pendant des décennies. Nous ne voulions pas le voir.
parce que le voir, c'était admettre que notre confort repose parfois sur la souffrance des autres. Mais aujourd'hui, grâce à ceux qui osent regarder, grâce à ceux qui osent raconter, Goussainville commence à sortir de l'ombre. Et peut-être que grâce à vous, il ne retournera jamais au silence. Alors, n'oubliez pas, chaque partage est un acte de mémoire. Chaque commentaire, une voix pour les sans-voix. Et chaque abonnement, un pas vers un monde où le progrès ne tue plus les villages. Parmi les rares anciens habitants encore en vie, il y a Madame Geneviève Lambert. Née en 1935 à Goussainville, elle a vécu dans la maison familiale jusqu'en 1981. Aujourd'hui, à 90 ans, elle vit dans une petite résidence pour seniors à Pontoise. Lorsqu'on lui parle de Goussainville, ses yeux se remplissent de larmes, mais aussi d'une colère douce, tenace. « On nous a traités comme des gêneurs », dit-elle, comme si notre vie n'avait aucune valeur face à un avion. Elle se souvient de tout, du bruit qui empêchait sa mère de dormir, de son père, ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui disait « J'ai survécu aux obus, mais je ne survivrai pas à ce ciel. » Elle se souvient de l'été 1973, quand les flammes du Tu-144 ont illuminé la nuit. Elle se souvient du silence qui a suivi, un silence plus lourd que tous les rugissements. Mais ce dont elle se souvient le plus, c'est du départ. Il a fallu tout laisser. Les photos, les meubles, le piano de ma grand-mère. On ne pouvait rien emporter. Tout était trop lourd, trop douloureux. Elle n'est jamais retournée là-bas. Je ne veux pas voir ce qu'ils en ont fait. Je préfère garder l'image de mon village tel qu'il était. Pourtant, elle soutient les initiatives de mémoire. Elle a transmis ses archives personnelles, lettres, carnets, photos, à l'association Goussainville Mémoire. Qu'ils sachent, dit-elle, qu'ils sachent qu'on existait, qu'on vivait, qu'on aimait. Son témoignage n'est pas unique. Des dizaines d'anciens habitants dispersés à travers la France portent en eux cette blessure. Certains en parlent librement. D'autres se taisent, rongés par un deuil jamais fait. Mais tous partagent une même certitude. Goussainville n'était pas qu'un lieu, c'était une âme. Et cette âme mérite d'être honorée. Car derrière chaque maison vide, il y a une histoire d'amour, une naissance, une fête, une dispute, une réconciliation. Derrière chaque fenêtre close, il y a des rêves qui n'ont jamais pu s'envoler. Pas à cause du bruit, mais à cause de l'indifférence. Et c'est cette humanité-là que nous devons sauver. Pas les murs, pas les toits, mais la mémoire des vies qui les ont habités. Car un jour, les pierres s'effondreront. Mais les histoires peuvent durer éternellement, à condition qu'on continue de les raconter. Alors, racontez-la, cette histoire, parce qu'elle ne vous appartient pas. Elle appartient à tous ceux qui croient encore que le progrès doit servir elle, humain, et non elle, inverse. Nous voici arrivés à la fin de ce long voyage. Mais pas à la fin de l'histoire, car Goussainville continue de vivre dans les souvenirs, dans les archives, dans les ruelles silencieuses, dans les cœurs qui refusent d'oublier. Ce village fantôme n'est pas un lieu de peur. Ce n'est pas un décor de film d'horreur. C'est un lieu de vérité. Une vérité simple mais douloureuse. Le progrès, lorsqu'il est déconnecté de l'humain, devient une machine à broyer les vies ordinaires. Et pourtant, dans cette tragédie, il y a aussi de la beauté. La beauté de la résistance silencieuse. La beauté des lettres écrites à la main. La beauté d'un rosier qui fleurit encore devant une maison vide. La beauté d'un enfant qui, 50 ans plus tard, demande
Maman, pourquoi ce village est-il abandonné? C'est à travers ces questions que Goussainville survivra. Pas comme un musée, pas comme une attraction, mais comme un rappel. Un rappel que chaque décision politique a un visage, que chaque infrastructure a un prix humain et que chaque silence imposé peut un jour être brisé par une voix, peut-être la vôtre. Alors, avant de quitter cette vidéo, prenez une dernière seconde. Likez si vous croyez que l'histoire de Goussainville mérite d'être connue. Abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer les lieux oubliés qui racontent notre monde. Et surtout, commentez. Dites-nous ce que vous ressentez. Racontez-nous si vous connaissez un Goussainville près de chez vous. Partagez les noms de ceux que l'histoire a oubliés. Parce que ce n'est pas une vidéo qui sauvera ce village. C'est nous, tous ensemble, par la mémoire, par la parole, par l'émotion partagée. Goussainville n'est pas mort. Il attend simplement qu'on lui redonne une voix. Et peut-être que cette voix, c'est la vôtre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez jamais, derrière chaque lieu abandonné, il y a une vie qui a mérité d'être vécue. À très bientôt.